Bonjour à toutes et tous. Nous allons démarrer ce dernier webinaire de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je voudrais particulièrement remercier notre partenaire Quorum qui nous permet d'organiser ce webinaire. Un webinaire qui vient clôturer cette 24e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Toute la semaine, chaque jour de la semaine, OETH vous a proposé un webinaire. Vous avez été plus de 300 à suivre ces webinaires. On vous en remercie. Et puis sachez d'ores et déjà que vous pouvez retrouver en replay ces webinaires à partir des pages de notre site. Alors, pourtant, donc une semaine active, une semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées très active pour nous au TH, et pourtant qui a été émaillée de beaucoup de questions et de doutes. Tout ce qu'on avait prévu, on l'a annulé en raison évidemment de la crise sanitaire, et on s'est beaucoup interrogé tout au long de ce temps de préparation sur est-ce que c'est vraiment le bon moment pour parler handicap et emploi. Est-ce que vous, adhérents de l'accord ETH, vous n'avez pas la tête ailleurs en ce moment? Est-ce que vous avez vraiment un peu de cerveau disponible pour penser aux problématiques ou aux questions du handicap et de l'emploi au travail? Et à force de remuer ces questions, de se les poser entre nous, on s'est dit que le mieux était de mettre les pieds dans le plat finalement et de se les poser avec vous, avec des adhérents, et de s'interroger sur cette période si particulière, cette période de crise sanitaire, de s'interroger ensemble sur les risques qu'elle fait courir pour nos établissements, les risques peut-être d'invisibilisation de cette question du handicap au travail, mais aussi peut-être les opportunités. Est-ce que c'est une façon de parler handicap au travail autrement? Est-ce que finalement on a des nouveaux leviers qui s'ouvrent à nous? Et donc on a souhaité clôturer cette semaine en se posant ensemble cette question. Alors cette question, on va se la poser sur un mode table ronde dans l'échange. Alors l'échange avec tous ceux qui apparaissent en petits carrés et qui vont parler, que je vais présenter dans une minute, et puis l'échange aussi à travers l'espace de chat que vous avez sur la droite de votre écran. On vous invite évidemment à participer, à donner votre point de vue, à faire part de vos réflexions, de vos questions, et on essaiera de les relayer tout au long de ce temps de webinaire. Alors, donc j'allais dire autour de la table virtuelle en tout cas, on retrouve trois invités, trois adhérents. Alors par ordre d'apparition, peut-être Claire Kowalski, qui se présentera tout à l'heure, qui est référente handicap et conditions de travail au sein du groupe SOS Senior, c'est une centaine d'établissements et 3700 salariés. Romaric Besson, qui est chargé de développement RH et référent handicap à l'association Chemin d'Espérance, qui compte 24 établissements et 1200 salariés. Et puis, elle apparaît moins parce qu'elle est avec nous plutôt par audio, mais elle est quand même avec nous, Laetitia Perret, qui est responsable recrutement, intégration GPEC à la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, 10 établissements et 1400 salariés, et qui, ce matin, a des petits problèmes de connexion, mais qui est avec nous, pas seulement par la pensée, elle est avec nous aussi par l'audio, et on lui donnera la parole. Voilà pour nos adhérents. Et puis, vous voyez aussi Christine Calvino, qui est chef de projet à OETH et qui viendra rentrer un peu plus dans les détails sur la façon dont OETH vous accompagne dans cette période spécifique. Et puis Pauline de Favry, qui est conseillère territoriale, qui a particulièrement coordonné tout ce qu'on vous a proposé cette semaine autour de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, et qui rôdera particulièrement sur le chat pour relayer tout ce que vous pouvez écrire. J'en profite pour saluer Fabrice Deschamps, dont je vois qu'il est parmi les participants et qui représente notamment Quorum et qui est un fidèle de nos webinaires et que je tiens particulièrement à remercier ici. Alors, on va donc aborder ces questions-là et rentrer directement dans le vif du sujet, parce que finalement, pas seulement depuis fin octobre, mais depuis la mi-mars, je pense que dans les établissements, il y a beaucoup de sujets qui sont compliqués à traiter. Alors, j'ai envie de commencer par vous, Romaric Besson. Vous allez peut-être vous présenter un peu plus que ce que j'ai fait tout à l'heure. Romaric, vous avez quand même une histoire assez marrante, puisque vous êtes nommé référent handicap, je crois, le 1er mars 2020.
Dans la foulée, vous faites former, et je ne peux que vous en féliciter, vous faites former, vous suivez la formation référent handicap de OTH tout début mars, et vous revenez remonter comme un coucou, vous avez plein de projets, plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses, et puis là-dessus arrive le 17 mars, et là, patatras. Donc je pense que c'est intéressant peut-être que vous nous racontiez comment la crise sanitaire a douché votre enthousiasme qui était pourtant au taquet. Oui, alors déjà bonjour à tous et merci pour l'invitation. Effectivement, comme vous le disiez, donc moi je suis Romaric Besson, je suis chargé de développement RH à l'association Chemin d'Espérance depuis presque 2 ans maintenant. Je suis aussi référent handicap de l'association, effectivement, depuis le 1er mars. C'était une volonté d'être un peu plus présent dans le champ du handicap et du coup de former un référent handicap au sein de l'association Chemin d'Espérance. Donc effectivement, je suis parti en formation à l'OETH les 3 et 4 mars 2020. Donc ça s'est très bien passé, 2 jours avec beaucoup d'échanges et du coup une feuille de route assez large, très enthousiaste à l'idée de mettre en place tout un tas de choses. Notamment, on avait dans l'idée de créer un espèce de copil référent handicap avec dans chaque établissement un référent handicap, histoire de créer une démarche globale et que ce soit vraiment accompagné en établissement. On avait d'autres projets, on avait pour projet de communiquer, d'informer et de former les personnes de notre association. Donc que ce soit nos directeurs, que ce soit notre comité social et économique. Donc on voulait faire intervenir aussi l'OETH pour parler handicap au sein de notre association. Donc une démarche qui était finalement qui commençait sur de bons rails et effectivement malheureusement moi qui étais très enthousiaste, qui ai présenté un peu tous ces projets à ma DRH qui était elle aussi très enthousiaste, on a été un peu coupé dans le vif avec le confinement. Donc effectivement le 17 mars il a été décidé un confinement national. Moi qui suis au siège social de l'association, nous avons été mis en télétravail à partir du 17 mars jusque fin mai, donc 2 mois de télétravail, ce qui forcément est beaucoup moins pratique pour mettre des choses en place et communiquer sur tout ça. En plus de ça, c'était le tout début de la crise. On a dû gérer beaucoup d'urgences, des choses assez prioritaires comme le recrutement, le remplacement, le bénévolat. Alors on avait déjà des soucis de recrutement, un peu comme chaque acteur du secteur avant ce confinement et avant cette épidémie, mais ça a été acerbé et accentué à partir de mars. On a dû aussi gérer tout un tas de choses au niveau de la paye, au niveau des nouvelles évolutions juridiques, législatives, qu'on a eu un petit peu au compte-gouttes, et donc il a fallu retravailler, euh, et voilà, donc on a été vraiment pris à bras-le-corps par le quotidien, et c'est vrai que cette mission de référent handicap, qui voulait vraiment commencer à partir de début mars, a dû être un petit peu mise en stand-by le temps de ce confinement pour se recentrer sur toutes ces choses. Euh, voilà à peu près la situation de la prise de poste de référent handicap. Ouais, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous gériez essentiellement des EHPAD, Oui, oui, des établissements oui. pour personnes âgées, donc en plus au top dans la crise sanitaire, et donc avec des problématiques RH qui quand même étaient très très lointaines de la question du handicap au travail. Oui, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais on travaille avec à peu près 95% d'EHPAD. On fait aussi de la résidence autonomie et du SIAD. Mais c'est vrai que on a dû gérer pas mal de problématiques. Forcément, gérer l'épidémie au quotidien dans les établissements, avec au départ de l'épidémie des moyens qui n'étaient pas forcément adéquats. Le manque de masques, le manque d'équipements de protection, de tests. Je pense qu'on a tous été un peu surpris et du coup, on s'est recentré sur l'essentiel. Aussi des problématiques d'absentéisme, d'arrêt maladie, d'arrêt Covid et tout ce qui tourne autour de ça, de remplacement. Et effectivement, cette mission du référent handicap a dû être un petit peu mise à l'arrêt pour la durée de ce premier confinement en tout cas. Est-ce que vous avez repéré que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés dans vos structures, il y avait des problématiques plus spécifiques, des enjeux d'absence, de personnel qui devaient être mis à l'écart parce qu'elles étaient fragiles et que ça vous créait des problèmes supplémentaires? En fait, ça dépend. On a vraiment essayé de, comment dire, mettre à l'écart les personnes à risque.
qui malheureusement avaient des risques s'ils contractaient le virus. Et après, on a aussi beaucoup de salariés qui ont été en télétravail sur des fonctions support, même si ce n'était pas la majorité. Mais effectivement, on a pu mettre à l'écart les personnes fragiles et à risque. Alors, merci. Est-ce que Laetitia Perret, vous nous entendez? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler? Alors, est-ce que là c'est Oui, bon? c'est parfait, on vous entend bien, Laetitia. Oui, bon, super. Alors, Parfait. Donc voilà, je galère un peu. Euh, oui, je vous écoute. donc vous travaillez pour la Maison Bagatelle qui notamment gère un établissement sanitaire d'importance. Donc, alors pour le coup, la crise sanitaire, ça a dû complètement chambouler le fonctionnement de votre établissement et en quoi vous vous êtes retrouvé à gérer des problématiques RH nouvelles et est-ce que ça a été vraiment pour vous un choc en matière de ressources humaines? Alors, surtout, c'est, enfin, il y a vraiment une différence entre la première crise et donc la deuxième crise, la deuxième vague. C'est vrai que lors de la première crise, donc, c'était un absentéisme relativement important et surtout non anticipé et non anticipable. Puisqu'on a dû suivre effectivement les recommandations de l'ARS, donc il y avait beaucoup de professionnels donc on va dire à risque. Donc effectivement ces personnes-là se sont retrouvées donc en arrêt. Puis tous les professionnels aussi, que ça soit soignants ou métiers support, du fait du confinement total avec tous les modes de garde et les arrêts des écoles, donc il y a eu là aussi un absentéisme, on va dire, fort. Et nous, en fait, on a dû arrêter toutes nos activités classiques de soins, donc ce qui a permis avec les professionnels, donc volontaires, bien évidemment, quand on a ouvert les ailes Covid, de pouvoir assurer en fait justement cette vague-là. Donc on a malgré tout pas eu trop de difficultés de ce fait en termes de recrutement, puisqu'on a réaffecté, donc toujours pareil, hein, sur volontariat, donc les salariés présents sur nos ailes Covid. Donc plutôt une situation finalement maîtrisée parce que à l'absentéisme très fort correspondait aussi une diminution de l'activité liée au report, si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué. Oui. Est-ce que la deuxième tout à fait. que la deuxième vague ressemble de ce point de vue-là à la première? Est-ce que vous avez été confronté à la même situation ou au contraire peut-être à plus de difficultés? Alors, la deuxième vague, déjà, on s'attendait à cette deuxième vague. Donc, il y a eu vraiment une information de la part de l'ARS et donc beaucoup d'anticipation également sur cette arrivée. On l'attendait plus tôt, etc. Donc, bon, je pense qu'on était tous sur les starting blocks, on va dire, pour préparer. Donc il y a eu moins d'absentéisme du fait, comme je disais, par rapport à la première vague, puisque les modes de garde et les écoles ont fonctionné. Et donc avec cette grande anticipation en fait de nos tutelles, donc là, on a déprogrammé bien aussi quand même donc l'activité classique, mais la direction a choisi en fait de déprogrammer aussi en fait sur la fourchette haute, ce qui nous a permis de voir venir les choses et donc d'anticiper et ne pas être là aussi en difficulté au niveau des ressources humaines. Et puis à Bordeaux, vous avez une pratique du surf qui vous permet d'anticiper les vagues, pardon pour le jeu de mots. Comment, au bout de 9 mois de crise, comment vont les équipes
Est-ce que vous avez une impression? Est-ce que les équipes tiennent le choc? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous sentez monter des risques de burn-out, de fatigue? Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça nécessite pour les équipes donc un gros travail de réactivité, d'anticipation, parce qu'il faut monter quand même relativement vite les ailes Covid. Donc c'est vrai que c'est effectivement fatigant pour eux, et aujourd'hui ça a généré du stress et une fatigabilité, avec donc à la longue, ouais, vraiment une fatigabilité pour une sensibilité, on va dire, pour nos professionnels soignants, mais également les métiers support, comme tous les secrétariats médicaux, parce qu'ils n'ont pas aussi, enfin ils n'ont pas été épargnés par ça, puisqu'ils étaient en contact direct avec les patients, notamment pour la déprogrammation donc de toutes les opérations. Ok, alors finalement, évidemment de la fatigue et du stress, mais un risque RH relativement maîtrisé dans ce que j'entends. Je me tourne vers vous, Claire Kowalski, donc pour le groupe SOS Senior. Donc vous aussi, vous êtes dans le secteur senior, donc avec des gestions beaucoup d'EHPAD situés essentiellement en Moselle, enfin en majorité en Moselle, pas seulement. Ce que nous décrit Laetitia, là, votre constat à vous, il est quand même beaucoup plus tendu. C'est-à-dire que vous vous êtes retrouvé devant des difficultés RH quand même particulièrement denses pendant ces périodes de crise sanitaire. Comment ça s'est passé pour votre groupe? Comment ça se passe? Je rejoins les constats qui ont été faits, effectivement. Après, on constate vraiment une différence entre la première vague et la deuxième. Les problématiques ne sont pas les mêmes. La première vague, tous les établissements n'étaient pas concernés aussi. On a eu effectivement des établissements beaucoup touchés, mais au niveau national, il y avait quand même de grandes disparités en fonction des secteurs. Là, sur la deuxième vague, on est tous concernés. Et le personnel qui était déjà assez au front sur la première vague, aujourd'hui est encore plus fatigué. Et aujourd'hui, on traite des difficultés, enfin les deux sont liés, mais l'absentéisme qui entraîne derrière des difficultés aussi de recrutement. Donc aujourd'hui, on a des directeurs d'établissement qui sont devenus des vrais chasseurs de tête, parce que on ne trouve pas de personnel soignant. On a un service RH sur le front, sur des recrutements, même jusqu'à l'étranger. On recrute au Maroc, en Roumanie, parce qu'on ne trouve pas de personnel soignant. Donc, c'est des équipes qui sont fatiguées, qui tournent en sous-effectif, certains plus que d'autres en fonction du secteur. Je vous disais, en Moselle, on est très touchés. Sachant qu'on a en plus la problématique avec le Luxembourg et donc le travail frontalier pour ces établissements-là. Donc c'est des difficultés aussi de suivi pour ces salariés qui sont absents. Certains ne sont pas revenus encore de la première vague. On a eu des arrêts maladie au premier confinement. Certains sont revenus entre-temps, évidemment, d'autres toujours pas, et sont dans les suivis actuellement. Alors, et je dis aussi, les difficultés n'étaient pas les mêmes, c'est-à-dire qu'au premier confinement, on a eu des établissements qui avaient besoin de matériel, etc. Donc, entre-temps, on a pu s'organiser aussi et anticiper ces problématiques, je dirais, plutôt logistiques. Les tests n'étaient pas encore arrivés, donc on avait aussi des personnels en place qui pouvaient avoir des symptômes, mais qui étaient asymptomatiques. Aujourd'hui, les tests sont systématisés, donc c'est aussi des problématiques différentes, puisqu'aujourd'hui, c'est très bien, heureusement qu'on a ces tests-là, mais du coup, ça crée aussi plus de personnel absent pour ceux qui sont asymptomatiques, et les stress qui va avec par rapport au Covid. Donc, c'est pas les mêmes difficultés. Alors, on entend que vous vous débattez donc dans
une situation un peu difficile. Mais vous êtes référente handicap. Alors, est-ce que vous êtes au chômage technique en tant que référente handicap? Est-ce que vous avez mis l'arme au pied? Est-ce que vous prêtez main forte à vos collègues qui sont sur le front de la chasse de tête ou du remplacement? Ou est-ce que finalement, vous trouvez dans cette situation de quoi nourrir votre fonction de référent handicap? Et à ce moment-là, comment? Je dirais que je suis arrivée dans une période où, en soi, sur papier, ça aurait pu être très compliqué de mettre les choses en place. Dans la pratique, je pense que on est au cœur de notre activité et de nos missions. C'est-à-dire que par rapport aux salariés qui sont aujourd'hui absents et qui sont donc en demande aussi d'information, de suivi et de garder ce lien avec nous, l'employeur, il y a un besoin d'information par rapport aux équipes, aux directions, de communication. Et aujourd'hui, nous, la priorité, en tout cas le groupe, il y avait une demande forte de la part des collaborateurs. Donc on a pris le parti d'axer vraiment notre politique handicap sur le suivi aussi des salariés en arrêt longue maladie. Donc le gros de mon travail, il est là. Et c'est aujourd'hui un suivi qui est mis en place systématiquement dès qu'un salarié qui est absent depuis plus de 3 mois, on prend contact avec lui, enfin je prends contact avec lui, et l'idée c'est de faire un maximum de sensibilisation autour de la thématique du handicap et notamment de la mise en place des reconnaissances de travailleurs handicapés, qui pour nous est un levier au final sur les plans d'action à mettre en place par la suite. Donc le gros de mon travail, il est là. Je ne suis pas du tout au chômage technique. Depuis le début, c'est tout l'inverse. On fait à la fois pompier et puis on gère nos missions classiques. Mais l'activité principale, en tout cas là depuis avril, bon, ça continue, mais il y a eu un gros pic cet été et là autour de la rentrée, c'était vraiment un travail de sensibilisation, que ce soit en individuel ou en collectif malgré tout contexte. Sur cette question de la reconnaissance de travailleurs handicapés. Est-ce que vous avez l'impression que la période rend ce travail, donc en effet ce travail de sensibilisation individuelle, ce travail sur les arrêts de longue durée, on voit bien que c'est un travail qu'on évoque tout le temps avec nos adhérents comme étant une bonne pratique, et alors là, pour le coup indépendamment de la crise sanitaire, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une oreille particulièrement attentive des salariés que vous contactez dans cette période sur cette question de la reconnaissance comme étant possiblement un levier? Oui. Le suivi prend très bien, c'est-à-dire que j'ai des très bons retours des salariés. Ils sont vraiment en demande de ce lien-là et surtout d'infos, parce que c'est des personnes qui ne savent pas quoi faire, qui sont coincées un petit peu dans des situations pour certains plus ou moins longues. Donc c'est déjà un besoin d'infos, de conseils, d'écoute aussi, et d'être guidé au final sur les démarches à mettre en place. Donc c'est un point vraiment important pour nous, pour les personnes que j'accompagne, et ça permet vraiment de débloquer des situations derrière. Et puis c'est aussi garder ce lien avec les personnes et pouvoir les renseigner sur les choses à mettre en place, hein, que ce soit des aménagements de poste, des reprises, des reconversions, peu importe le champ d'action sur lequel on intervient. Mais c'est vraiment une demande des personnes, et puis c'était une volonté forte politique finalement chez nous. Alors je vous entendais tout à l'heure évoquer aussi la sensibilisation collective. Vous voulez dire que même dans cette période, vous arrivez à faire de la sensibilisation collective? Comment vous prenez très concrètement? C'était entre les 2 confinements. On a pu, alors en fait j'interviens tout simplement en EHPAD. Je propose des rendez-vous aux salariés qui sont intéressés. Donc habituellement c'est plutôt individuel. Et sur l'un de nos établissements, on avait plusieurs salariés concernés qui demandaient de l'info sur justement la démarche de reconnaissance travailleurs handicapés. Donc on a pris le parti, plutôt que de les recevoir chacune individuellement, je leur ai proposé de faire une petite demi-journée sur cette thématique-là, leur présenter un petit peu les choses et puis pouvoir interagir avec les questions-réponses. C'était aussi une manière un peu plus ludique de présenter les choses. Et ça a bien marché, donc j'aimerais renouveler l'opération, mais bon, pour l'instant on évite. Hein. C'est compliqué quand même, en étant confiné. Ouais.
Romaric Besson, vous qui avez dû mettre tous vos grands projets temporairement au placard, comment vous entendez cette activité intense vous y voyez matière à inspiration, ça vous suggère des réflexions? En fait, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a été dit. On connaît les mêmes problématiques, je pense, avec Pierre Kowalski, des problématiques de recrutement, des arrêts, même si effectivement on n'a pas eu les deux mêmes crises en fait. Effectivement. La première crise a touché une partie des établissements plutôt situés sur le Grand Est et la région parisienne et quelques autres régions. Et la deuxième crise n'épargne pas grand monde au final, même si on est forcément beaucoup plus préparé, beaucoup plus d'équipements de protection maintenant, une batterie de tests antigéniques qui a été mise en place par les ARS dans tous nos établissements. Donc effectivement, les moyens de détection sont beaucoup plus présents maintenant. Après, moi, comme je vous l'ai dit au début, c'est vrai que la mission de référent handicap chez nous est assez récente. Je suis du coup à la fois sur cette mission, mais aussi sur les autres missions des ressources humaines au siège. Et c'est vrai que je pense que personnellement, tant qu'on n'aura pas chez nous un référent par établissement qui puisse du coup un petit peu piloter la démarche dans son établissement, ce sera compliqué du coup de mettre en place toutes ces choses. Donc je pense qu'il faut vraiment un relais terrain chez nous qui soit du coup une oreille pour les salariés. Et ça peut par exemple être le cas d'un correspondant RH ou d'un représentant de proximité. Je sais que nous, on a fait le choix d'avoir des représentants de proximité dans chaque établissement. Et c'est peut-être plus facile pour un salarié d'aller se confier justement à un représentant de proximité qui est complètement externe de la direction sur toutes ces questions-là. Mais en tout cas, on a les mêmes problématiques, on n'est pas forcément, je pense, au même stade. Il y a toute une démarche à construire et donc on va essayer de continuer sur notre lancée. Oui, parce qu'on voit que c'est quand même la période se prête davantage à un travail de sensibilisation individuelle, même si vous avez pu Claire glisser entre deux confinements un peu de collectif. Donc ça suppose quand même beaucoup de proximité. Alors la proximité, on disait, SOS Senior 100 établissements sur toute la France, 3700 salariés. Vous êtes doué du don d'ubiquité, Claire. Où est-ce que Encore, j'aimerais. Bon, il faut peut-être y travailler. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec nos aides de OTH là-dessus, sur l'ubiquité, mais on peut y réfléchir. Ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de nos établissements, je vous disais, sont quand même sur le Grand Est, on a 60% d'effectifs ici, donc pour les personnes effectivement sur le territoire, on peut se rencontrer. C'est vrai que le travail n'est pas le même. Sur nos autres établissements, alors effectivement en France, dans le sud, on travaille autrement, hein, on passe par des mails, par du téléphone essentiellement. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de me déplacer avec le contexte dans les établissements, mais j'aimerais. Et puis après, l'idée, on verra à terme, mais je trouve que Romaric explique là sur les référents de proximité, c'est une idée que je retiens, je note, je vous contacterai peut-être pour en échanger. Mais effectivement, ce travail de proximité-là est important pour moi. Alors, je travaille avec les partenaires, hein, quand on ne peut pas se déplacer sur place. On a des chargés de mission à Cap Emploi qui font très bien le travail, donc on les sollicite, tout simplement. Oui, c'est important de pouvoir s'appuyer sur des relais de proximité. Laetitia, si vous êtes toujours là, j'ai envie de vous renvoyer la question. Ce que vous nous avez dit, c'est que la vie ne s'arrêtait pas non plus pour l'activité handicap dans votre organisation. C'est que finalement, ce que vous avez mis en place autour du suivi des arrêts ne s'est pas non plus arrêté avec la crise sanitaire et vous pouvez continuer quand même ce travail minutieux, individuel. Comment ce travail se déroule chez vous? Donc je disais oui que nous avons mis en place donc depuis de nombreuses années déjà des réunions sur le maintien de l'emploi. Alors nous avons la chance d'avoir aussi notre propre service de santé au travail, ce qui facilite aussi la chose. Donc tous les 15 jours, on va dire, il y a des réunions qui se font entre le service de santé au travail, donc le médecin du travail, la direction, enfin les directions et notamment la direction des ressources humaines avec des cadres supérieurs.
Et donc nous analysons toutes les personnes qui sont en situation d'arrêt longue maladie, plus les personnes qui sont donc en poste mais avec des restrictions, ce qui nous permet d'avoir justement ce travail de maintien en emploi. Donc là, la crise arrivant, nous avons quand même, on va dire, maintenu cet accompagnement, ces réunions. C'est juste qu'elles se sont réalisées de manière un petit peu plus, différente, hein, soit en visio effectivement, soit par téléphone et peut-être de manière aussi individuelle quand vraiment la situation était nécessaire, avec des contacts en direct de notre médecin du travail avec les salariés concernés. Et donc, au lieu, effectivement, d'avoir des réunions donc tous les 15 jours, ça a été des réunions, on va dire, un peu plus au coup le coup, en fonction des urgences. Mais alors, c'est quand même une période singulière, alors notamment la première période où il y a quand même beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Est-ce que, quand vous pensez des solutions pour les problématiques de risque d'inaptitude, les problématiques de maintien qui peuvent affecter l'attitude au poste, est-ce que vous avez rencontré quand même des obstacles, notamment liés au fait que peut-être les parcours de reconversion étaient rendus compliqués, les organismes de formation fermés? Est-ce que vous avez été confronté à des situations comme celle-là? Oui, oui, tout à fait, notamment effectivement au démarrage donc de la première crise. Pour certains salariés, ça a été difficile de poursuivre leur démarche de reconversion, de reclassement ou de formation, parce que beaucoup d'organismes de formation étaient fermés. Donc c'est vrai que ça a été ça a été un peu compliqué, mais ça a été mis pour la plupart quand même mis en stand-by. Donc certaines personnes ont pu continuer à travailler sur leur reconversion. Notre médecin du travail aussi a été en lien direct avec les médecins conseils, des salariés concernés. A fait vraiment un gros travail d'identification en fait des salariés donc en difficulté par rapport à leurs problématiques de reconversion. Ma collègue également responsable formation aussi a été en lien avec ces salariés pour essayer de trouver des solutions, ou en tout cas de maintenir le contact avec ces salariés. Ok, merci. Pauline, le chat est relativement calme ce matin. Notre heure est peut-être un peu matinale encore. Est-ce que peut-être vous avez envie de nous renvoyer une question, une intervention? Oui, il y a une question qui se recoupe avec ce que disait Claire Kowalski tout à l'heure. Moi, je fais le lien en tout cas. Constatez-vous un déplacement de certains professionnels vers l'intérim? Je pense que derrière cette question se pose la difficulté de trouver des candidats, mais aussi de pérenniser des intégrations. Des salariés peut-être ne souhaitent pas aller sur un CDI, mais davantage sur de l'intérim qui leur permet peut-être de voir différents lieux de travail, de pouvoir choisir aussi leur mode de fonctionnement, leurs horaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous également? Donc là, c'est une personne qui visiblement est dans le sanitaire qui nous a remonté cette question. Claire. Mais en tout cas, pour nous, on est très peu confrontés à de l'intérim. J'en discutais avec notre service RH. On passe peu par de l'intérim. Donc, on a d'autres difficultés, effectivement. On recherche des profils sans arrêt, notamment le personnel soignant, puisque dans les filières de formation de ces métiers-là, les personnes s'orientent souvent vers le milieu hospitalier et on a du mal à les faire venir en EHPAD. Mais en tout cas, on passe peu par de l'intérim. Alors effectivement, les CDD, les contrats aidés. Après, sur certains de nos établissements, notamment proches de la frontière au Luxembourg, on donne dû mettre en place des aides, des primes incitatives pour choisir la France, par exemple, plutôt que le Luxembourg.
Ok. Romaric, sur cette question d'intérim. En fait, effectivement, nous c'est un peu spécial, c'est un peu divisé en deux si vous voulez sur Paris. On constate que les gens préfèrent beaucoup plus faire des CDD ou des vacations parce que bah, forcément ils peuvent en faire effectivement plus dans divers établissements avec bah, de temps en temps un peu plus d'heures, donc forcément un peu plus d'argent à la fin du mois, la prime de précarité pour les CDD. On a beaucoup plus de mal à avoir des CDI sur la région parisienne. En fait, on n'a pas vraiment trop de mal à avoir des candidats parce qu'effectivement, c'est assez attractif. Il y a aussi pas mal d'universités, enfin pas mal d'écoles. Après, dans des régions un peu plus en province, on a un peu plus de mal à avoir des candidats, mais disons qu'on a plus facilement des CDI parce qu'il y a aussi moins de choix, entre guillemets, moins de concurrence. Et effectivement, on a des gens qui restent généralement plus longtemps sur des CDI. Mais on a aussi des fois du mal à recruter et on peut nous arriver de passer par l'intérim si vraiment pas le choix, si vraiment c'est compliqué. Mais on évite forcément de passer par l'intérim le plus possible. Ok, alors bon, on voit que la question du handicap, du handicap au travail, en tout cas, elle se pose toujours. Je crois que c'était assez clair ce que vous nous avez expliqué, Claire, et la façon dont vous avez rebondi les uns et les autres sur finalement pendant la crise sanitaire, ces questions-là ne s'arrêtent pas. Est-ce que vous avez senti pour vous, dans votre rôle de référent handicap, ou par rapport à votre structure plus généralement, des besoins spécifiques d'accompagnement liés à cette période, vis-à-vis, par exemple, de votre accord handicap préféré? Je lance la question à la cantonade. Est-ce que vous sentez dans cette période des besoins d'accompagnement plus spécifiques? Non. Au niveau des salariés? Non, des salariés ou de vous dans votre fonction de référent handicap, Claire, vous évoquiez peut-être un peu parfois un sentiment d'isolement, je crois, ou en tout cas ce besoin de pouvoir échanger. Oui, alors moi, c'est une info que je fais remonter, Pauline pourra témoigner depuis que j'ai pris le poste. Mais moi, j'ai très à cœur d'avoir un temps, ou en tout cas un lieu, je ne sais pas comment on peut organiser, mais en tout cas un endroit où on peut échanger avec les réseaux, un réseau de référents handicap. Comme là, ce que disent tout à l'heure les intervenants, je trouve ça super enrichissant de pouvoir échanger entre nous sur ce qui est mis en place ailleurs, les bonnes pratiques, comment on fait, et de pouvoir échanger entre nous, puisqu'on rencontre finalement les mêmes problématiques, on le voit bien là. Et je trouve que ça, c'est hyper important parce que, en plus, souvent, chez nos employeurs, on est un peu le seul à occuper aussi ce poste, où on peut communiquer effectivement sur des choses avec les collègues, mais c'est quand même nous qui pilotons tout ça. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir échanger ensemble et de s'informer, de prendre du recul et de pouvoir voir comment ça se passe aussi ailleurs. Oui, je crois qu'on est assez d'accord sur la nécessité de développer ce réseau. Alors, ce que PH a essayé de faire aussi, c'est de développer des aides un peu plus spécifiques dans cette période, essayer de repérer des niches sur lesquelles les établissements avaient peut-être particulièrement besoin d'appui. Alors, Christine, je me tourne vers vous et je crois que vous allez partager votre écran. Pour qu'on puisse voir ensemble ces aides de l'ETH pendant la crise sanitaire, ce qui a été spécifique, et puis du coup, est-ce qu'en effet, les établissements de l'accord nous ont sollicité particulièrement pendant cette période, et sur quoi on a pu les aider, on a pu vous aider pendant cette période de crise sanitaire, et on continue à le faire. Oui, alors je vais effectivement vous présenter la plateforme en fait que OETH a mise en place pour répondre à la crise sanitaire. Je vous ouvre ça tout de suite. Ouais, parfait. Voilà. Puisqu'en fait, dès le début de la crise sanitaire, OETH a créé un fonds d'intervention et des mesures d'urgence
Donc ce qui fait que OTH a augmenté ses prises en charge financières sur le matériel des salariés bénéficiaires de la loi. Et puis OETH a voulu aussi simplifier les formalités administratives, puisque qui dit confinement dit aussi difficulté à réaliser des démarches administratives, monter un dossier en temps et en heure, assembler toutes les pièces nécessaires, en sachant qu'il y a des services fermés, qu'il y a des avis de médecine du travail plus difficiles à obtenir, notamment du fait des déplacements qui ne sont pas autorisés, etc. Et donc, depuis le mois d'avril, OETH a mis en place une plateforme en ligne qui réduit au maximum les démarches administratives. Vous y avez accès directement à partir de l'onglet employeur, plateforme spéciale OETH. Voilà. Et à partir de cette plateforme, bien, vous pouvez remplir un formulaire pour vos demandes urgentes, comme indiqué ici. Demandes urgentes pour lesquelles OETH va s'engager à vous apporter une réponse sous 48 heures pour toutes les demandes qui sont inférieures à 2000 €. Donc c'est-à-dire que OETH va vous donner un accord de principe pour que vous puissiez procéder à l'aménagement ou à l'intervention. Et sachez que toute demande est étudiée, y compris les demandes qui habituellement ne sont pas prises en charge par OETH. En l'occurrence, nous avons reçu beaucoup de demandes liées à du financement de matériel en télétravail. Et donc depuis la création de la plateforme, depuis le mois d'avril, OETH a contribué ainsi à l'achat d'environ 200 équipements de télétravail, donc que ce soit des PC, des écrans, des fauteuils ergonomiques, qui ont donc permis de préserver la santé des salariés fragiles. Donc pour cela, il faut que vous remplissiez le formulaire d'aide spéciale, vous cliquez ici, et un formulaire s'ouvre, donc voilà, c'est indiqué réponse en 48 heures maximum, et vous avez certains champs à remplir, pas de dossier à monter pour qu'on vous accorde on vous attribue en tout cas cet accord de principe rapidement et que vous puissiez procéder ensuite à vos aménagements et vos interventions. Zéro délai, zéro formalité. Zéro délai, zéro formalité, effectivement. À travers cette plateforme spéciale que propose OETH, OETH a aussi voulu proposer un service dédié aux personnes, aux salariés sourds ou malentendantes. Ce qui fait qu'on a ouvert une autre plateforme pour des demandes de masques inclusifs, des demandes de masques transparents qui sont homologués. Et concrètement, pour chaque salarié sourd ou malentendant, OETH va attribuer un lot de 100 masques, donc maximum par établissement pour 5 salariés. Et le service est vraiment très simple administrativement. Vous voyez, donc vous avez ce formulaire ici, demande de masques inclusifs, à renseigner. Pareil, là, aucun dossier, aucun échange avec un fournisseur et un coût zéro véritablement pour l'établissement. Si bien que OETH participe à 100% aujourd'hui au financement des masques transparents. Et aujourd'hui, OETH a permis la distribution d'environ 59 000 masques, permettant à des salariés sourds malentendants de continuer leur travail dans des conditions de communication convenables. Ces plateformes ont véritablement remporté un véritable succès auprès de nos adhérents. On a en tout et pour tout reçu entre 200 demandes d'un côté et pratiquement 700 de l'autre. Voilà, on est à 900 demandes exceptionnelles de la part de nos établissements avec des formalités administratives simplifiées. Oui, merci Christine. Je vois d'ailleurs Christophe Agnel qui dans le chat nous remercie. C'est vrai qu'on reçoit régulièrement ce genre de messages et c'est toujours sympa. Vous avez dit 100 masques par salarié sourd ou malentendant. Pourquoi ce chiffre? Ils sont lavables pourtant, ces masques?
ils sont lavables, mais bien évidemment, ce n'est pas le sourd qui va emporter uniquement, puisque ce sont ses collègues aussi. L'objectif étant de faciliter la communication entre le salarié sourd ou malentendant et ses collègues et son équipe de travail. Alors, il y a une question qui dit, bon, alors c'est bien pour les salariés, mais ça aurait été bien aussi pour des stagiaires en formation. On a eu aussi beaucoup de demandes portant sur des personnes accompagnées, que ce soit en ESAT, qui n'ont pas le statut de salarié, ou même dans des établissements qui accueillent des enfants sourds et malentendants. Et ça, on dit non. Pourquoi? Vous pouvez nous rappeler pourquoi on dit non dans ces cas-là? Alors, pour les stagiaires, à proprement parler, oui, on dit oui, puisque ils sont accompagnés par OTH. En revanche, pour les usagers et pour les personnes qui sont en fait le public accueilli par nos établissements, on dit non effectivement parce qu'ils perçoivent déjà des aides par ailleurs. Et donc là, il faut absolument que les établissements se retournent vers l'ARS notamment qui va pouvoir les fournir en masque. Voilà, nous, notre vocation, c'est d'accompagner le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et pas malheureusement de répondre à toutes les demandes. On sait bien que ces masques inclusifs, ils ont été tout à fait demandés. Merci Christine pour ces précisions. Vouliez rajouter quelque chose? Non. Bon, parfait. Alors, vous avez évoqué plus de 200 équipements en télétravail, et puis il y avait une question tout à l'heure de Fabrice Deschamps autour de cette question du télétravail. Est-ce que on a beaucoup lu ou entendu quelque chose autour de le télétravail, c'est formidable pour le maintien en emploi des salariés vulnérables, des salariés qui bénéficient d'une reconnaissance. Quel est votre point de vue là-dessus? Je ne sais pas, Claire ou Romaric ou Laetitia, si vous nous entendez encore. Est-ce qu'en effet, le télétravail, si c'est la panacée, du moins vraiment un outil de maintien durable en emploi? Pour nous, je dirais que ça dépend du poste. Concrètement, on a pu mettre par exemple notre service RH en télétravail, j'en fais partie. Mais au sein de nos EHPAD, les métiers représentés, voilà, c'est une gouvernante, une direction, des infirmières, des ASL, des aides-soignantes, des ouvriers. Toutes ces personnes, elles sont sur le front. Bien sûr. Romaric, est-ce que ouais, bien sûr, il y a les personnels qui sont au front, mais pour les personnels administratifs, dont on sait qu'il y a quand même une partie non négligeable des personnes qui ont une reconnaissance, qui sont aussi fonction support. Est-ce qu'en effet, le télétravail est une réponse satisfaisante, ou est-ce que finalement, c'est aussi une réponse qui présente des risques de désinsertion professionnelle? Ça peut être une réponse, mais après c'est vrai qu'on a exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de salariés qui finalement peuvent être en télétravail, mis à part les gens du siège et les fonctions administratives. Après, il ne faut pas non plus que ce soit effectivement de l'isolement, parce que c'est vrai qu'on le télétravail, c'est très bien, mais au niveau de la communication, c'est pas forcément adéquat toujours, même s'il y a plein de choses qui existent, comme les visioconférences, les conf calls, mais après, ça peut aussi effectivement isoler les gens, et c'est pas le but sur ces personnes. Ok, on va s'orienter tout doucement vers la fin de ce webinaire et peut-être essayer, pour terminer sur une note positive, d'espoir, de s'imaginer que la crise sanitaire, elle va s'éloigner, ou en tout cas qu'elle sera mieux maîtrisée. Et avec finalement une question, est-ce que cette crise, elle va changer votre façon de penser la mission handicap? Est-ce que vous apprenez en ce moment de la crise sanitaire des besoins, des tensions RH qui sont posées dans vos établissements, des besoins qui émergent ou qui ont émergé? Est-ce que finalement, ça vous permet de réinterroger ce que vous aviez prévu de faire ou ce que vous aviez commencé à faire, ou est-ce que ça conforte? Est-ce que finalement, ce que vous aviez imaginé, ça ne bouge pas? Je commence par vous, Claire, parce que je crois qu'en plus vous avez une contrainte de temps bientôt, donc peut-être que vous allez nous quitter. Alors, moi, ça me conforte sur les missions et
les priorités qu'on avait décidé de mettre en place, notamment la partie sensibilisation et suivi des salariés. Et ça accentue, je dirais, le troisième volet de mon poste, à savoir un plan d'action axé sur la prévention. Alors, en ce moment, on fait plus les pompiers qu'autre chose, mais ça me semble super important d'aller sur de la prévention aussi pour anticiper aussi un maximum les choses et de pouvoir aussi ne pas toujours être dans l'urgence par rapport aux situations des salariés qui sont en arrêt. Après, voilà, ça prend du temps, c'est un gros plan d'action à mettre en place qui a été encore reporté là avec la crise. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui en ressort, en tout cas, de ces derniers mois. Merci. Remarquez que quand vous aurez enfin la possibilité de mettre en œuvre vos actions, votre plan d'action handicap, est-ce que celui que vous aviez imaginé le 3 et 4 mars en sortant de votre formation de handicap, est-ce qu'il est modifié ou finalement ce que vous aviez imaginé sort renforcé de la crise? Ben, je pense que ça sort renforcé. En fait, tout ce qu'on avait prévu concrètement, il faut le faire. Et c'est d'autant plus important. On avait prévu énormément de choses sur l'information, la sensibilisation et la formation, notamment pour les salariés, pour nos directeurs et aussi pour nos élus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Notamment, pourquoi pas faire intervenir le ETH et le Cap Emploi pour venir parler handicap au travail. Tout ce qu'on avait prévu en termes d'accord, on voulait monter un accord handicap, un premier accord handicap pour notre association, donc c'est en cours de création et on a plein de choses à mettre dedans. On continue nos partenariats avec l'OETH, avec les Cap Emploi et je pense que non, c'est pas la première crise qu'on connaît, ce sera peut-être pas la dernière, donc il faut pas qu'on arrête tout, qu'on stoppe tout et il faut qu'on continue sur cette mission. Merci Laetitia. Comme on a quand même un tout petit peu du mal à vous entendre, on va faire l'impasse sur ce dernier tour de piste. Pauline, peut-être un dernier mot. Est-ce que sur le chat, on a l'impression que ça se réveille un peu sur ces questions de télétravail et de prévention? Peut-être quelques échos? Oui, il y a des remarques très intéressantes. Effectivement, le télétravail, c'est une réponse. En revanche, il est souligné juste que la mise en place du télétravail nécessite une évaluation des besoins à mettre en œuvre, de ne pas déplacer le risque, puisque oui, c'est une réponse à la crise sanitaire actuellement, mais cela peut engendrer d'autres problèmes, des problèmes de RPS, de mobilité, de postes de travail non adaptés aux conditions qui sont bénéfiques sur le poste de travail habituel. Donc c'est vraiment une vraie question, un télétravail qui peut être une réponse, mais pas toujours la bonne. Oui, je crois qu'il y a matière à réfléchir. Alors bon, évidemment, on va quasiment s'arrêter là. On n'a pas épuisé la question. On voit bien que cette crise sanitaire, elle nous percute, elle percute nos organisations sur plein de sujets, mais que ça renforce des besoins d'accompagnement des salariés, d'accompagnement au maintien, ça renforce les besoins de prévention, c'est ce que vous rappeliez Claire, ça renforce aussi le besoin de peut-être diversifier nos modes de recrutement pour diversifier les profils et pourquoi pas le recrutement de personnes en situation de handicap comme possibilité d'élargir aussi de sourcing. Donc on voit qu'il y a plein de pistes et qu'on aura l'occasion de retrouver dans les prochains mois. En tout cas, c'était important qu'on fasse ce tour de la question à l'issue de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées si particulière. Et avant de conclure, puisqu'on l'a fait chaque jour à l'issue des webinaires, aujourd'hui, 20 novembre, le programme 21 fois EETH, programme qu'on mène avec la plateforme d'innovation sociale de la Croix-Rouge, démarre. L'idée, c'est un cap sur l'innovation. On vous a présenté tout au long de la semaine les projets qui sont lauréats de ce premier appel à projet avec des petites vignettes vidéo. Et donc, on va conclure ce webinaire en regardant le quatrième projet qui s'appelle Wheezy Report, avec une petite présentation qui nous permettra de conclure. Wheezy Report, c'est un outil numérique qui permet de capter des signaux faibles. Alors, le moins qu'on puisse dire est qu'on est vraiment dans une problématique qui est proche de la crise sanitaire. Donc, on regarde cette vidéo pour conclure ce webinaire. Bonjour, je suis Christophe, cofondateur de Wheezy Report et lauréat du programme 21 OETH de la Croix-Rouge.
Alors, notre projet, c'est une solution numérique qui permet de consolider les parcours d'insertion des personnes en situation de handicap en détectant les signaux faibles. Il est né, ce projet, de notre expérience professionnelle, puisqu'on était dans une structure d'accompagnement du handicap et on s'est rendu compte que les entreprises nous rappelaient parce qu'il y avait une situation qui s'était dégradée dans l'insertion de la personne et on a cherché à comprendre pourquoi cette situation s'était dégradée sans que personne ne s'en rende compte. On s'inscrit vraiment dans une logique de prévention pour éviter que les situations se dégradent trop et du coup conduisent souvent à une rupture. Ce qui nous porte chaque jour, c'est vraiment cette volonté de contribuer à ce que la société inclusive se traduise en fait. Notre fil rouge, c'est vraiment faire en sorte que chacun puisse mener à bien ses projets de vie, quel que soit son handicap ou ses fragilités. Ce qui nous a séduit dans le programme 21 OETH, c'est d'une part la possibilité de profiter d'un accompagnement et de l'expertise du programme et d'autre part de pouvoir partager notre outil et notre solution WICI Report auprès d'un plus grand nombre d'établissements et de bénéficiaires. Ces prochains mois, pour nous, ils vont être très importants parce qu'on est sur la phase où on va essaimer et déployer notre outil et où on a besoin aussi d'un maximum de retours d'expérience pour pouvoir continuer à le faire progresser. Donc, on est sur des mois essentiels pour que WICI Report continue à se développer et à avancer avec nos différents partenaires. Alors, on a presque vu la vidéo, mais ça a été un peu haché, je crois. En tout cas, on va à l'heure de se séparer. C'est l'occasion d'abord de remercier cette fois notre partenaire Corum, notre partenaire sur ce webinaire du vendredi, et puis surtout de vous indiquer que vous pouvez revoir la vidéo, qui a un petit peu du mal à passer, mais vous pouvez revoir la vidéo des 4 lauréats du programme 21 pour ETH. Vous pouvez revoir ce webinaire, mais aussi tous les webinaires que nous vous avons proposés cette semaine à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées depuis la page de notre site oeth.org. Donc n'hésitez pas à y aller. De même qu'il y a aussi sur notre site toutes les ressources qu'on a valorisées et qu'on vous a présentées cette semaine. La plateforme, bien sûr, que nous a présenté Christine, mais aussi l'outil d'autodiagnostic quand vous embauchez des personnes en situation de handicap. Bref, beaucoup de ressources sur notre site, donc allez-y. Allez à la rencontre aussi de nos conseillères à travers la permanence d'accueil et tout ce que vous connaissez sur les modes d'accès à l'offre de l'ETH. Je voudrais remercier particulièrement nos intervenants du jour, Romarine Besson, Laetitia Perret et Claire Kowalski. Remercier aussi Christine et Pauline pour OETH, Pauline en particulier, qui a tellement donné cette semaine à l'occasion de cette semaine européenne. Et puis, vous donnez rendez-vous, ça sera le 15 décembre pour notre prochain webinaire qui sera consacré à la sensibilisation. On en parlait tout à l'heure et on essaiera de réfléchir avec vous sur la meilleure façon de s'y prendre sur cette question de la sensibilisation. Merci à tout le monde, merci pour vos interventions et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.